une mission. Côté acteur politique, peut-on conclure que chacun essaie de jouer sa partition pour une élection promise à des moments de fête? Prudent Asséou, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir. Bienvenue. Merci. Et face à vous, Alphonse Boissoulé, bonsoir AMS. Oui, bonsoir Emmanuel, bonsoir Prudent, bonsoir à tous. Voici pour démarrer, chers amis, les parutions du jour. Je dis également bonsoir à Clément Achadé qui nous suit depuis la régie. On démarre donc par les parutions du jour. Bénin intelligent, présidentielle 2021, 20 candidatures, 6 sans colistier, opposition brisée, mouvance soudée, les prémices du chaos et puis modification solitaire du règlement intérieur de la CADHP. Le Bénin et le Rwanda s'insurgent. Le potentiel présidentiel d'avril prochain, le visage des 20 candidats enregistrés en attendant le tri. On passe à un autre quotidien Le Meilleur, élection présidentielle 2021 au Bénin. La Sénat enregistre 20 candidatures, plusieurs dossiers sans parrainage. Et puis, présidentielle du 11 avril toujours, le duo Joël Aïvo avec Moïse Kérékou a enregistré sa candidature avec une foule immense à la Sénat hier, quoi savoir le journal, le quotidien Le Meilleur. Un troisième titre, cours de répression de l'inflation économique et du terrorisme. Mario Metonou installé officiellement procureur spécial. Libération, candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Des sérieux, des troubles faits et des plaisanteries. Covid-19, de nouveaux décès et 93 nouveaux cas enregistrés. Quotidien Les 4 vérités présidentielles au Bénin, 20 candidatures enregistrées à la Sénat. Le record de 2016 où 48 dossiers ont été enregistrés n'a pas été atteint. On finit avec le quotidien Maison Fraternité qui titre présidentielle du 11 avril prochain, comme dans un jeu d'échecs. 20 dossiers présentés, place à la validation de la Sénat avant la fête de la démocratie. Jonas Kenda Fodji au sujet des grossesses précoces. Donnez aux enfants les vraies informations, autrement la rue le fera à votre place. Et puis audience solennelle d'installation à la Criette. Mario et l'homme, Cécile Metonou, officiellement nouveau procureur spécial. Voilà donc qui met un terme aux journaux que nous avons sélectionnés pour vous. C'est parti pour le duel. Et oui, nous avons tous suivi un peu l'ambiance du côté de la Sénat tard dans la nuit jusqu'à 0h, ou pour qui veut jusqu'à 24h ce jeudi. Moïse, dites-nous comment vous avez suivi un peu cette actualité-là. Vous savez, il y a un titre que vous avez lu tout à l'heure qui m'a fait sourire. Lequel? Des sérieux, Oui. des troubles faits et des plaisantins. Ouais. C'est vrai que tout le monde était concentré sur ce qui se passait à la Sénat, parce qu'on se disait on va attendre 0 pour voir réellement ceux qui devraient être candidats. Et finalement, on a enregistré 20 candidatures. Ça veut dire que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Si nous devons C'était donc le titre de Libération. Oui, si nous devons respecter les principes établis. La loi, c'est que nous devons avoir 9 candidats. 9 candidats. Si tout le monde devait se conformer au système de parrainage, on a toujours fait le calcul ici, on doit avoir 9 candidats. Il se fait que nous avons 20. Donc dans les 20, il y a des gens qui ont décidé de façon délibérée de ne pas respecter les règles établies. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec les réformes du système partisan. Quand vous ne voulez pas respecter la législation en vigueur par rapport à l'élection présidentielle, vous ne vous présentez pas. Parce que c'est une façon, c'est de la plaisanterie et parfois la plaisanterie ça tue. Donc j'ai dit, les candidats sérieux, ils ne sont pas nombreux. Des troubles faits, moi aussi je vais être candidat. Les plaisanter, c'est parce que bon, on n'a pas corsé la loi pour interdire à ces personnes-là qui viennent se déposer le dossier. Mais moi j'attends vivement que le nettoyage soit fait et que la Cour constitutionnelle nous situe sur ceux qui doivent vraiment diriger. Parce que diriger un pays, ce n'est pas une mince affaire. Quand je vois des gens se présenter là-bas, d'abord quand vous le voyez physiquement, dans les grandes démocraties, on se lève pas. Un pauvre ne peut pas se lever. Quelqu'un qui manque du minimum ne peut pas se lever pour dire qu'il va diriger la France, par exemple. Quelqu'un qui n'a
pas un bagage intellectuel suffisant, on ne peut pas se lever. Donc il va falloir que nous-mêmes, Béninois, qu'on se prenne au sérieux. On a dit, tout le monde peut se lever. Hein, si tous les Béninois veulent, les 12 millions de Béninois peuvent dire, bon, comme on va trier les dossiers, nous tous, on ira déposer. Donc pour vous, il faut corser un peu et non, il faut faire le toilettage et il faut montrer aux Béninois que ce n'est pas l'élection municipale. Il y a quelqu'un qui a déjà fait comme idée qu'il faut instaurer des frais d'étude de dossier. Peut-être qu'on va en parler. Oui, Président, vos premières impressions après la clôture du des dossiers à la Sénat? Non, moi je pense que, contrairement à ce que M. Solé disait tout à l'heure, moi je ne voudrais pas faire le procès de nos compatriotes qui ont, je vais dire, fait la démarche donc, de dépôt de dossiers en direction de la Sénat parce qu'ils se disent que la loi leur en donne la possibilité et qu'ils nourrissent des ambitions. Et nous sommes dans un régime déclaratif. Donc chaque citoyen qui a les 40 ans et qui nourrit des ambitions peut se déclarer candidat. Actuellement, si on s'en tient justement, même aux lois électorales en vigueur, notamment le code électoral, qui prévoit que vous allez déposer votre dossier, quitte à la Sénat de l'étudier. Et on l'a déjà observé pour les législatives, ou même les partis nouvellement constitués ou les partis qui se sont conformés ont déposé des dossiers qui, à l'arrivée, se sont révélés incomplets. Donc moi, je ne voudrais pas faire le procès de ces personnalités-là qui... je dirais que la vocation de diriger les destinées d'un pays peut aussi partir des idées. Peut-être que ceux-là ont des idées à faire valoir. Moi, je ne voudrais pas les juger. Seulement que si on s'en tient au code électoral en vigueur actuel, il y aura un tamis. Il y en a qui ont fait quand même l'aveu à la presse que leur dossier n'est pas complet. Mais il y en a qui se disent que leurs dossiers ont été déposés sur la Constitution de 1990, quitte à la Sénat, maintenant de faire le tri comme à ses habitudes pour que nous puissions savoir. Seulement, cette pléthore de candidatures, parfois antagonistes et même fantaisistes qu'on a observés, démontrent bien que les tests en vigueur n'ont pas réglé les problèmes qu'ils étaient censés régler, notamment, je dirais, la résolution de la question des candidatures fantaisistes, parce qu'on en a dénombré. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit hic. Parce qu'en réalité, si on prend des tests pour réorganiser un peu les règles, il va falloir que ces tests-là soient suffisamment pointilleux afin que les problèmes qu'ils sont censés régler le soient in fine. Parce qu'on observe aujourd'hui que dans le camp présidentiel, il y a une discipline, mais pour l'opposition et les autres forces qui se réclament aujourd'hui ancrées dans la politique au Bénin, on ne s'est pas entendu. Moi, je mets ça sous le coup, je dirais, des ambitions, peut-être sincères, qu'ils nourrissent, même si il y a quelques candidatures fantaisistes, mais je crédite certaines personnalités de la bonne foi. Oui, Alphonse, nous avons 15 duos, 5 candidatures individuelles. Il pense que il ne faut pas les condamner pour autant. Vous savez, c'est comme vous êtes candidat au bac. Vous voulez déposer votre dossier. On dit, l'État béninois dit désormais, pour être candidat au bac, il faut avoir un numéro EducMaster. Il faut être reconnu dans le système de EducMaster. Et vous savez très bien que vous n'avez pas le numéro EducMaster et vous allez déposer votre dossier. C'est un principe très simple. On sait que pour être candidat, pour même déposer son dossier, il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter. Tout le monde sait que la Constitution de 90 n'est plus en vigueur. Elle a été modifiée. Et qu'on a énuméré les principes pour être candidat. Soyons quand même sérieux. Que l'on dise, je vais déposer mon dossier. Bon, il y a certains qui ne reconnaissent pas la réforme du système partisan. C'est leur droit. Mais si vous ne reconnaissez pas le système, la réforme du système partisan, pourquoi vous présentez un duo? Alors que vous refusez de présenter des parrains, mais vous présentez un duo, vous présentez le quitus fiscal. Il y a mal donne. Si je ne reconnais pas cette réforme, c'est que je ne la mets pas en pratique. J'aurais encore aimé qu'on me dise, bon moi, comme les premiers candidats, qu'on dise, nous avons déposé notre dossier en tenant compte de la Constitution de 90. Mais qu'on choisisse de respecter un certain nombre de principes. Le duo n'était pas dans la Constitution de 90. S'il y a duo, c'est qu'il y a forcément parrainage. On ne choisit pas. Quand une loi, il y a dans aucun pays au monde où on vote une loi qui arrange tout le monde. Mais quand vous voulez participer à une élection où les principes sont imposés, il faut les respecter. Parce que là, c'est à croire que, bon,
tout le monde se fout de tout le monde, quoi. Alors, finalement, quand on fait le point, hein, il y a cette candidature du côté de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire donc que l'opposition n'a pas réussi à faire consensus autour de candidats, ou c'est peut-être une stratégie aussi de l'opposition, Prudent? L'opposition ne pourrait pas réussir à se mobiliser autour d'une candidature du fait que les ambitions ne sont pas les mêmes, et on observe à travers ce nombre de candidatures donc, des forces de l'opposition qu'il y a que la question donc, de l'ego prédomine encore dans le débat politique au Bénin. Et ça, je l'ai souvent observé, même au niveau du chef des partis qui soutiennent le chef de l'État, ce n'est pas que les ambitions manquent, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine discipline qui ne dit pas son nom. Mais au niveau de l'opposition, il n'y a pas un meneur qui puisse aujourd'hui fédérer les forces et agir en dernier ressort. Et donc, que dites-vous de Boni Yayi? N'est-il pas assez bien futé pour être meneur de l'opposition? Oui, Boni Yayi a choisi son camp. Ce rôle, si on doit caricaturer aujourd'hui ou si on doit faire une bonne analyse, ce rôle est plutôt joué par Valentin Aditi-Houdé. Mais qu'est-ce que Valentin Aditi-Houdé peut véritablement face à des personnalités comme Ricky Amadougou, comme Joël Aïvo, comme, on va dire, Irénée Agossa. Et donc, pour justement faire prévaloir une certaine prédominance sur un certain nombre de gens, il faut donc être dans une organisation commune et avoir une prépondérance sur eux qui vous est donnée par les tests. Vous avez un front qui est né dernièrement, mais qui n'engage pas toutes les forces de l'opposition. Et moi, ce que je voudrais observer, c'est que ce que nous constatons au niveau de l'opposition est peut-être symptomatique du fait qu'ils n'ont pas été impliqués dans le dialogue inclusif qui a débouché sur la révision de la Constitution, et même un peu avant, ils n'ont pas été associés au vote donc, du code électoral en vigueur qui l'a été du fait des députés de cette législature. Évidemment, ce sont les députés qui ont l'opportunité de la législation quand ils sont élus. Et donc, on ne peut pas faire ce procès-là. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens se disent, si nous ne candidatons pas, on ne comprendrait pas que nous nourrissons aussi des ambitions pour notre pays. Donc, je suppose que ces personnalités-là, en allant déposer leur dossier, veulent démontrer qu'ils avaient envie de participer, mais qu'in fine, cette réforme-là, à laquelle ils n'ont pas pris part, les pénalise. Et prendront certainement peut-être l'opinion à témoin. Seulement, quand on est légaliste, je pense qu'il vaut mieux respecter les tests et utiliser les voies de recours. Oui. Pour le moment, il y a des candidats qui ont fait, je dirais, à la presse, le point donc de la composition de leur dossier, mais il y en a qui n'ont pas fait. Voilà. Donc, on attend justement encore que la Sénat fasse son travail dans les heures à venir pour que nous puissions savoir quelles sont les forces en présence qui remplissent toutes les, en fait, on va dire, les critères pour valider leur... Est-ce qu'on fait le point, on se rend compte finalement que la Sénat a accompli une mission au bout des 4 jours de dépôt des dossiers? Oui, les objectifs que la Sénat s'est fixés, on peut dire que ces objectifs sont atteints. Il revient à la Sénat de faire un travail scientifique en respectant la législation en vigueur. Est-ce qu'on peut déjà donc supposer qu'il y a des candidatures qui sont à rejeter à leur déclaration? Oui, vous savez... Prévert l'a souligné tout à l'heure, prudent, pardon, au niveau de l'opposition. Vous savez, il y a que, vous ne pouvez pas, je donne l'exemple de Ricky Amadougou, depuis que le chef de l'État Boni Yayi est parti du pouvoir. Quand vous allez, les jeunes générations, ceux qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, certains vous diront, on n'a jamais entendu ce nom-là, jusqu'à ce qu'on ne parle d'élection présidentielle. Et la majorité de ceux qui vont voter sont dans ce camp-là. On dit qu'il y a des... je prends par exemple Patrick Divor, qui a été suppléant de Fassassi Kamarou. Depuis là, est-ce qu'on n'a jamais encore entendu parler de lui dans la politique? Parce que le problème, c'est quoi? Tous les Béninois ont entendu parler de Patrice Talon. Et depuis que Mme Talata est devenue vice-présidente, on entend parler d'elle. Donc, vous ne choisissez pas des gens qui ne sont pas connus de vos compatriotes. Des gens que vos compatriotes n'ont pas vus sur le terrain. Parce que quand on parle d'élection présidentielle, ce n'est pas maintenant qu'on veut voter, encore qu'avec la Covid, on ne peut pas permettre à tout le monde d'aller partout, de faire des meetings un peu partout. Donc ça pose un problème. J'ai dit, la cacophonie des ambitions a fait qu'au niveau de l'opposition, on ne pouvait pas s'entendre. Parce que si l'opposition s'était entendue, on dit, pour être candidat, il faut respecter les principes.
on se serait entendu, choisir les bonnes têtes et aller négocier. Est-ce que finalement l'opposition part à cette élection un peu... L'éléphant est arrivé avec un pied cassé. L'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Vous avez vu... un pied ou trois... J'ai dit un pied cassé. L'animal est carrément agonisant. Parce que quand ils sont arrivés, avant qu'on ait la liste de candidats de l'opposition, vous avez toutes les tractations, on en discute, on ne s'est pas entendu. Au petit matin, on s'est rendu chez Boni Yaye, on n'a pas pu s'entendre. Il y a un duo qui a circulé après. Quelqu'un dit, je ne peux pas être vice-président de tel. Et puis ça, déjà, l'opposition est fragilisée. Les voix sont dispersées. Quand vous êtes dans l'opposition, que vous ne pouvez pas parler le même langage, vous ne pouvez pas aller ensemble, combattre quelqu'un, parce que celui qui est là, je le dis toujours, le chef de l'État a un bilan à présenter. Ceux qui veulent prendre le pouvoir, ils ont un projet de société. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus. Parce que là, il faut qu'on attende que la Cour délibère pour nous dire, désormais, voilà ceux qui sont retenus. Est-ce que, quand on va retenir l'un d'entre eux, ils vont s'entendre, parler le même langage? J'ai dit une chose, ça me rappelle 2011 avec l'Union fait la nation, ce qui s'est passé avant que ça ne soit Maître Moumbouedi qui soit retenu. On a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, il va falloir que, au-delà de l'élection, quand vous voulez faire de l'opposition, il faut être organisé. Je ne dis pas que les partis de la mouvement sont organisés. Là-bas, ils ont quand même quelqu'un qui peut se lever, taper du point de la table pour dire arrêtez-moi ça. Mais au niveau de l'opposition, on a un problème de leadership. Et sur la question des parrainages, on entend dire que les parrainages sont confisqués ici par endroit. Est-ce que finalement, on aura plus de 3-4 candidatures? Mais quand vous lisez la presse, sans visite quelque part, c'est ce qu'on dit, c'est encore qu'on n'a pas la preuve, effectivement, que Madrid, alors il reste 21, théoriquement. Il reste 21, théoriquement. Non, vous savez, quand vous dites déjà que vous n'irez pas quémander le parrainage, alors que vous savez que c'est important pour la validation de votre dossier, ça pose un problème. Oui, prudent. Sur la question des parrainages. Sur la question des parrainages... Pour ceux qui ont obéi en présentant des duos, mais qui disent n'allons pas quémander des parrainages. Oui, c'est là où le bas blesse, parce que je pense que quand on décide de se conformer à une partie, à un pan de la loi, moi ça me pose un problème. Quand vous payez la caution, quand vous constituez le duo et que vous dites que vous ne voulez pas recourir au parrainage, ça me gêne un peu. Autrement, on n'aurait pas payé la caution ou on aurait présenté un seul candidat qu'on comprendrait qu'on est toujours dans, on va dire... l'application de l'ancienne loi, qu'on est catégorique, qu'on ne reconnaît pas la nouvelle loi. Mais quand on décide donc de présenter un duo et de ne pas recourir au parrainage, ça me pose un petit problème. Toutefois, puisque la question du parrainage, il est inclus d'abord dans le code électoral. Le code électoral qui a déjà permis d'organiser plusieurs élections, notamment les élections législatives, les élections communales et maintenant l'élection présidentielle, avant d'être intégré, on va dire, à la révision, à la Constitution en vigueur actuellement. Et donc, si nous partons de l'agrégat que ce sont les tests électoraux qui organisent les élections et non la Constitution, même si pour le président, il y a quelques aspects qui reviennent, j'estime que les gens devraient faire l'effort de se conformer au code électoral, même si ils ont des griefs. Et objectivement, ils se sont fermés aussi la porte au nez. D'autant que il y a des partis où la directive a été claire, nous n'accordons pas nos suffrages à des candidats de partis non formellement constitués. Et aujourd'hui, on remarque quand même que quand on prend par exemple les démocrates où la chose a été dénoncée sous cette forme-là, nous n'allons pas quémander les parrainages, c'est un parti régulièrement constitué. Donc ils auraient pu prendre au mot les responsables de l'Union progressiste qui ont fait des recommandations à l'endroit des maires et députés qui détiennent le parrainage. Donc ne pas avoir mené cette démarche-là, ça me pose un problème. Mais moi, j'estime qu'on doit quand même toutefois attendre de voir un peu quels seront, puisque la Sénat va proclamer, bien sûr, tout à l'heure ou dans les heures qui viennent, les partis en règle et notifier aux partis, aux candidats qui ne sont pas en règle, les éléments pour lesquels ils ont 112 heures, je crois, pour rapidement se rattraper. Si à ce niveau, quelque chose peut être fait encore au niveau des partis politiques... Justement, est-ce qu'à ce niveau, quelque chose peut être fait à votre niveau? Oui. Quand vous voyez un peu ce qui se passe, les déclarations qui ont été faites, est-ce que pour vous, quelque chose est encore possible? Oui, ma peur réside dans le fait qu'on indique dans la presse que le président de la République a lui seul a plus de
100 parrainages. Et à mon niveau, ça pose un problème. Ça montre que les maires qu'on prétend être libres, les députés qu'on prétend être libres ne le sont pas, en fait. Parce qu'en réalité, le président n'avait besoin que, je dirais, de 16 parrainages. Donc ça aussi, ce sont des vides qu'on a laissés au niveau de la loi. Puisque nos élections se sont toujours déroulées dans la pluralité. Et même dernièrement en France, pour que Hollande soit là, il n'est pas passé par un parti politique. Il a fallu qu'il quitte le gouvernement, qu'il crée un mouvement pour être candidat. Donc forcément, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue ou de remettre fondamentalement en cause ce qui, pour moi, constituait, ou pour nous, constitue déjà des acquis. L'acquis, dans le cas des élections au Bénin, c'est qu'il y a toujours une pluralité de candidatures. Oui, et on ne pouvait pas remettre ça en cause de façon radicale. Oui, Alphonse, sur cette question-là, est-ce que vous voyez encore en l'état actuel des possibilités de négociation de parrainage? Oui, vous savez, j'ai lu dans beaucoup d'organes de presse, beaucoup sur les réseaux sociaux, que le chef de l'État a eu 118, Djemba a eu 20, donc il reste 21. Il reste 21. Si on s'en tient à cette logique-là, c'est qu'il y aura seulement un seul candidat qui va avoir les 16. Mais le problème que ça pose, je crois que le président l'a souligné, c'est 159 divisé par 16. On devrait avoir 9 candidatures. L'idéal aurait été qu'on ait... L'idéal, c'était, et j'ai toujours dépassé sur ce plateau, qu'on peut avoir 9 candidats. 9, à moins qu'on ne veuille faire la politique politicienne. Mais encore faudrait-il que ces candidats aient préalablement pris sur eux, vous savez, pour négocier aussi les parrainages, parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas un marché, on va dire, venez prendre le parrainage obligatoirement. Un député a dit sur une chaîne que les détenteurs de formulaires ont l'obligation, de délivrer les parrainages. Si on s'en tient à cela, aujourd'hui, quand vous suivez un peu la candidature... L'obligation réside où? Non, on a dit... Aucune loi ne l'a contraint. Oui, c'est pourquoi... Non, aucune loi... C'est une obligation morale. Très bien, mais en même temps... Si on s'en tient aujourd'hui à ce qui se passe, on a vu qu'il n'y a que 2 duos qui ont produit les parrains. Si la Sénat donne 72 heures, combien de candidats, combien de duos peut-on repêcher? Si on doit repêcher, c'est peut-être... Est-ce que les négociations de parrainage devraient intervenir après le dépôt des dossiers à la Sénat, ou les partis politiques devraient déjà s'être préparés avant pour savoir qu'il ne faut pas passer tout le temps à constituer des duos? Vous avez dit tantôt, on a eu un duo hier matin, ils sont allés en conciliabule, il n'y a pas eu de duo. Finalement, on a passé plus de temps sur le duo que sur l'essentiel. C'est ce que je pense, non? Oui, bien entendu, mais... tout est encore possible, d'autant qu'il y a 112 heures encore en jeu. Moi, j'estime qu'il revient, puisque le président de la République a tout le temps, en tout cas au cours de sa tournée, dire que les prochaines élections seront inclusives. Et sous cette forme, la question de l'inclusivité va poser problème, d'autant que les FCBE, qui aujourd'hui semblent avoir réuni les conditions nécessaires pour valider leur candidature, ces FCBE-là, pour les législatives, avaient été taxés de traîtrise. Et donc, si on les revoit encore opposés au président de la République, en tout cas au duo Patrice Talon-Talata, on pourrait penser qu'ils sont en train justement de dérouler l'agenda qu'on leur avait collé un peu plus tôt. Et justement, dans la logique d'une élection inclusive, il revient quand même au président de la République d'arbitrer pour que éventuellement une liste crédible puisse obtenir... Aujourd'hui, on a 3 candidatures peut-être. Je ne voudrais pas que le temps ou bien les événements donnent raison à Rikiat Madougou qui a dit que certains parrains, que les chefs de parti... Ils étaient prêts à les parrainer, mais qui je ne voudrais pas que l'histoire donne raison à Madougou. Très bien. Parce qu'on avait toujours dénoncé sur ce plateau que, bon, vous avez vu comment un député le député Gounou a réagi quand on a dit... Tout à fait, à la Sénat, dans la période... Donc ça pose un problème. Maintenant, on a la possibilité, si on peut sauver encore quelqu'un, d'avoir 3 ou 4 candidats. Pour crédibiliser... Très bien, vous aurez compris, c'est vrai, c'est bon. On passe à un deuxième sujet. On n'a plus que 3 à 4 minutes. Vous nous faites un peu le point de l'audience à Calavi ce matin. Oui, le juge devait délibérer sur la mise en liberté ou non de ceux qui sont détenus dans le dossier 39 hectares. Et aujourd'hui, le juge, à l'ouverture donc de l'audience, a rabattu son délibéré et ordonné l'ouverture des débats. Le ministère public représenté par le procureur Robert Kodjo a indiqué au tribunal de se déclarer incompétent afin de transférer le dossier à la criette, ce que les avocats ont systématiquement rétorqué. Mais après débat, le président donc, a ouvert
je dirais, les débats. Et pendant plusieurs heures, Georges Bada, on va dire, a déposé devant la Cour. Et après, c'est le CA central qui déposait quand j'ai quitté le tribunal pour me retrouver ici. Et oui, Moïse, finalement on écoute les mises en cause, finalement. Heureusement que cette option de déférer le dossier à la Criette n'a pas prospéré, parce que quand ça va là-bas, nous savons ce que ça donne. Je crois qu'on va attendre de voir la suite, parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'on reproche souvent à la commune de Calavi par rapport aux affaires domaniales, qu'il y a quelques coups tordus qui se règlent là-bas. Moi, je suis d'accord que l'État prenne ses responsabilités, qu'on fasse le ménage pour savoir que désormais, nous sommes dans une république où il faut respecter les principes. Mais aujourd'hui, c'est le cas de Calavi. Les gens s'enregistrent, les gens sont contents. Oui, le tout-puissant Bada est en prison, ou sous Guédé. Non, ce n'est pas seulement dans la commune de Calavi. Je crois que quand on va finir avec Calavi, qu'on s'attaque aux grandes, notamment à Cotonou, la commune de Cotonou, parce que ce n'est pas normal que des gens souffrent, des gens travaillent pendant des années pour acquérir une portion de parcelle, on se lève du jour au lendemain, on le arrache, et puis bon, je crois qu'il faut régler ça. Si on peut faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire que les gens bénéficient d'un procès équitable pour que les responsabilités soient situées. Moi, c'est mon problème, ça. Parce qu'il ne faut pas faire porter tous les péchés d'Israël à une seule brebis. Oui. Donc, il faut que les responsabilités soient situées et que désormais, qu'on dise aux maires, voilà ce que vous avez fait. Ce n'est pas forcément les mecs qui sont les coupables. Il y a des gens qui travaillent sur les... Moi, j'en ai été victime dans cette même commune-là. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus puissants que le maire. Oui, Président, quand on suit un peu les dépositions, est-ce qu'on peut rêver que la vérité jaillisse? Justement, la vérité jaillira à l'issue de ce procès, parce que les déballages ont commencé. Le maire a indiqué avoir agi dans l'intérêt, je dirais, de ses prérogatives, mais aussi donc, dans le souci de faire exécuter une décision de justice et sur instruction de sa tutelle. Le parquet a indiqué donc, que cette tutelle-là, ou la tutelle actuelle en tout cas, ne se reconnaît pas dans les déclarations du maire. À travers ce qui a été lu au tribunal, on a compris que le préfet ne reconnaît pas avoir instruit le maire à l'idée donc d'exécuter une décision de justice, parce que lui aurait été instruit par son supérieur hiérarchique. Et quand le chef de l'arrondissement de Calavi, Bernard Oussou, déposait tout à l'heure quand je quittais le tribunal, lui, il a commencé par faire des déballages en citant des agents du ministère de la Justice qui aurait reçu des parcelles. Il a même indiqué que lui seul, il a investi plus de 100 millions dans le dossier et qu'il a usé de ses relations aussi bien au parquet général qu'au ministère de l'urbanisme ou même au ministère de la Justice pour que on puisse l'aider à faire exécuter une décision. Donc, c'est un procès qui va révéler beaucoup, on va dire, de déballage. Dossier très intéressant. Ils ne mourront pas seuls. Ils ne mourront pas seuls. Tous ceux qui ont une part de responsabilité. Parce que c'est le déballage. C'est vrai qu'on va citer des gens, ils viendront, bon, je n'ai jamais. Le procès prendra le temps. Moi, l'objectif, ça constitue les responsabilités. Bada a même dit, par exemple, qu'un de ses collaborateurs est venu le voir avec 5 conventions venant de la part de la dame qui a obtenu la décision et qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas se compromettre. Et il a cité celui qui lui a présenté les conventions qu'il a rejetées. Donc, ça montre bien que les langues se délient. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas encore au bout de... Pas du tout, ça va être un long procès. Parce qu'ils sont une trentaine quand même. C'est un procès à rebondissement. Ouais, ils sont une trentaine à être inculpés actuellement. Merci à vous. Merci à vous, Président Nacéo, pour ce point de l'audience du côté du tribunal d'Amon et Calavi. Merci également à vous, Alphonse Mouzouli. Merci d'être venu vendredi prochain. Lundi, on va vous retrouver, sans doute. Inch'Allah. Merci. On va tout de suite laisser place au journal.